sommes de retour sur Direct Marché, 8h42 et j'accueille Laetitia Baldeschi, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, comme chaque vendredi, on fait la rétrospective de la semaine, ce qu'il s'est passé cette semaine. On n'a pas eu beaucoup de statistiques, en revanche, on a eu beaucoup plus d'éléments du point de vue des banques centrales. On en aura encore aujourd'hui. Ça a commencé d'ailleurs lundi du côté de la BCE avec Benoît Cœuré. Tout à l'heure, là dans quelques minutes, on a Mario Draghi qui intervient. Commençons par la BCE, quelles sont finalement les choses à retenir sur cette semaine? Je crois qu'on peut déjà se fier à la publication des minutes de la précédente réunion, de celle qui a finalement préannoncé un changement ou une modification, une inflexion de la politique monétaire pour le mois de décembre, minute qui finalement confirme globalement tout ce qu'on avait un peu tiré de la conférence de presse et de la déclaration préliminaire de M. Draghi lors de cette réunion du 22 octobre dernier. Donc effectivement, une pré-annonce d'un assouplissement, mais avec quand même, quand on lit ces minutes, alors qu'ils sont vraiment très nettement relus et corrigés, hein, donc on n'a pas de débordement, je dirais. Quand on lit ces minutes, on sent bien quand même une prudence finalement, en disant oui, effectivement, le QE fonctionne en zone euro. Les effets sont peut-être un peu plus lents que ce qu'on avait anticipé, liés vraisemblablement à l'environnement international, donc le ralentissement des émergents en particulier, mais également peut-être, et c'était explicite dans le texte, lié au report de la décision de la Fed de remonter ses taux, donc qui a pu influencer effectivement les effets du QE sur l'économie européenne. Et d'après vous, donc à 9h, il va dire quoi alors? Je pense qu'il va continuer dans cette logique-là. Alors, ce qui est assez intéressant dans les minutes, et ce qui nous a un petit peu amusé, je dirais hier, c'est qu'il disait qu'il fallait que la communication de la BCE ne dérape pas en laissant trop d'anticipation se créer sur quelque chose à venir de prédéterminé. Et là, on peut se dire que c'est un petit peu raté, puisque quand même, il y a beaucoup maintenant d'anticipation dans le marché sur un mouvement effectif de la BCE dès le 3 décembre prochain. Alors, du côté également de la Fed, on a eu pas mal on a eu les minutes du FOMC. Tout à l'heure, on a aussi donc les banquiers centraux, donc le président de la Fed d'Atlanta et le président de la Fed de New York qui vont se prononcer sur l'économie des États-Unis. Donc, c'est pas vraiment en rapport avec la politique monétaire, mais bon, ça va quand même donner des indications. Tout d'abord, les minutes. Est-ce que ça vous a étonné, vous, ces minutes-là? Il y a quand même un changement quand même de ton par rapport aux précédentes réunions. Oui, mais on l'avait déjà senti, je dirais, dans le communiqué officiel publié à l'issue de la réunion. Donc il y a une confirmation de ce changement de ton. Effectivement, on a vraiment le sentiment qu'ils sont un peu plus confiants sur l'état de l'économie, notamment de la situation du marché de l'emploi, des perspectives à venir d'inflation. Hein, on voit bien l'accent qui est mis sur le fait que c'est vraiment ponctuel, lié à la baisse de l'inflation est vraiment liée à la baisse des prix de l'énergie et que le sous-jacent, lui, par contre, accélère. Donc il y a potentiellement une accélération attendue de l'inflation. Donc on a une confirmation de cette situation-là. On voit bien que la situation internationale passe en deuxième plan, alors que c'était tout le mois de septembre qui avait justifié d'ailleurs le report de cette décision de hausse de taux. Et on voit également plusieurs raisons avancées pour ne pas trop retarder cette décision de remonter les taux qui pourrait être mal interprétée, notamment en renforçant les inquiétudes sur l'économie américaine, en renforçant l'instabilité des marchés financiers, ceux qui veulent absolument éviter. Donc, globalement, ça nous conforte dans l'idée, et c'était ce qu'on avait, l'idée d'une montée de taux, dès le mois de décembre prochain, et c'était vraiment ce qu'on avait en tête, c'est que dès qu'il déciderait de cette remontée de taux, la communication serait plus claire dans ce sens-là, et c'est vraiment ce qu'on voit depuis cette réunion du dernier FOMC. Ils ont dit que ce serait finalement un relèvement des taux de façon progressive, c'est en tout cas aussi ce qu'anticipent les marchés, c'est aussi votre scénario, vous pensez que ça va être de façon graduelle, assez léger? Très graduel. C'est vraiment ce qui ressort également de la lecture de ces minutes. On voit bien que plus ils commencent tôt, plus ils vont pouvoir aller lentement et pas forcément très haut. Et donc c'est vraiment nous ce qu'on anticipait. C'est pour ça qu'on était chez CPR sur une remontée assez... un premier mouvement plus tôt dans l'année, parce qu'on pensait que plus on commençait tôt, plus on pouvait se permettre d'aller lentement. Et là, pas forcément en décembre, du coup, vous pensez qu'ils peuvent encore avoir cette marge en remontant lentement?
Oui, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une accélération fulgurante de l'inflation pour le moment en tout cas. On a eu d'autres nouvelles des banques centrales, dans d'autres pays également, au niveau du Japon, qui maintient sa politique monétaire. Oui, alors qui a maintenu, bon, pour nous sans surprise cette fois-ci, hein, moi j'avoue que j'attendais une mesure le mois dernier, qui maintient son jugement sur l'état de l'économie en reprise graduelle, avec une production industrielle et des exportations affectées négativement par le ralentissement émergent. Donc pas de modification de cet état de l'économie, alors même qu'on vient de publier un PIB du troisième trimestre en baisse, ce qui nous met le Japon pour la deuxième fois depuis la hausse de la TVA en récession technique. Donc c'est quand même le signe que cette économie japonaise a du mal à enclencher, je dirais, la vitesse supérieure, si je peux me permettre. Et donc, ils ont raison de maintenir cette politique finalement. Enfin, il me semble que c'est un peu contre-productif aujourd'hui. Alors, la seule chose qu'il faut retenir sur cette réunion de la BOJ, me semble-t-il, c'est l'inflexion sur les anticipations d'inflation. La dernière fois, et c'est ce qui m'avait vraiment laissé très perplexe, c'était le fait de souligner que les perspectives d'inflation restaient sur le long terme plutôt bien ancrées, alors que moi je voyais sur les derniers points une inflexion très nette à la baisse de ces anticipations d'inflation des agents, tant ménages qu'entreprises. Et cette fois-ci, il est explicitement écrit dans le communiqué officiel que quelques signes d'inflexion à la baisse apparaissent sur ces anticipations d'inflation. Il me semble que c'est le début d'une ouverture de porte pour peut-être annoncer quelque chose. On verra, je pense, au mois de janvier maintenant avec le prochain calendrier de la BOJ. On a eu aussi des nouvelles aussi du côté de la Chine. Tout à fait. Alors la Banque centrale chinoise continue dans sa politique de modification et de réforme de sa conduite de sa politique monétaire, qui va avec la libéralisation de son marché financier, des marchés financiers en Chine. Et là, ils nous annoncent en fait une modification de leur politique monétaire, où on ne va plus seulement réguler je dirais la conduite de la politique monétaire par des taux, le taux d'emprunt à 1 an, mais on va changer d'instrument de politique monétaire. Donc c'est encore un peu confus parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on voit bien que la Chine continue d'avancer, bon an mal an, sur sa ligne de réforme de son système financier et de ses conditions monétaires dans le pays. Et là, c'est mieux interprété par le marché parce qu'on se rappelle comme cet été, la communication de la Banque centrale de Chine qui avait été pas du tout comprise. Tout à fait. Alors là, c'est encore un peu flou de nouveau. On a l'annonce c'est très compliqué de lire ce qui se passe en Chine, mais je crois que c'est passé un petit peu quelque part inaperçu hier, me semble-t-il. Je crois que les marchés ont intégré le fait que ça y est, la Chine va rentrer dans la cour des grands. Il y a de plus en plus d'anticipation du renminbi qui ferait partie du DTS. Donc le panier central de monnaie de réserve du FMI. Donc on voit bien qu'il y a cette montée en puissance de la Chine et donc que ça, nécésairement, ça s'accompagne d'une modification de la conduite de la politique monétaire chinoise. Un mot sur le pétrole également, avant de passer aux événements à suivre la semaine prochaine. On a une statistique d'un institut selon lequel les puits de pétrole, l'exploitation de puits de pétrole est en baisse. On est passé à 574 puits mi-novembre 2015 contre 1600 en 2014, alors que la production, elle, continue toujours, les stocks continuent toujours à évoluer. Vous parliez du pétrole, de l'inflation aussi, donc sur l'impact des politiques monétaires, notamment aux États-Unis. Cette statistique, ça montre finalement que eh bien, malgré cette réduction de l'exploitation, eh bien, on continue quand même à avoir beaucoup de pétrole. Ça veut dire que les prix ne vont sûrement pas remonter encore. Alors, ils vont pas. Enfin, c'est toujours très difficile de prévoir le prix du pétrole, et je m'en garderais bien de faire une prévision très très franche. Néanmoins, il est clair qu'il y a eu un ajustement sur la production de pétrole, alors notamment aux États-Unis, au Canada, enfin dans des zones où le prix marginal, le coût marginal du pétrole était relativement élevé. Donc aujourd'hui, il était rationnel de fermer ces puits ou de cesser l'exploitation de ces puits. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans les chiffres d'activité minière et d'extraction pétrolière aux États-Unis ou au Canada, donc ça c'est clair. Maintenant, il y a la montée en puissance de l'Iran, de plusieurs zones du Moyen-Orient qui font qu'en globalité, on reste avec une offre qui est supérieure pour le moment à la demande, puisqu'on est plutôt dans une phase de ralentissement, en tout cas
d'un faible accroissement de la demande mondiale sur cette matière première qui est le pétrole. Donc ça pourrait toujours impacter l'inflation du coup C'est-à-dire qu'une nouvelle baisse, c'est pas évident. Je pense qu'on est quand même sur un niveau on devrait se stabiliser entre 40 et 50 $, ce qui fait que sur l'inflation, ce qui compte, c'est le mouvement. Donc si vous voulez, si ça cesse de baisser, ça va cesser de jouer négativement sur l'inflation dans les pays, en tout cas développés et ailleurs. Alors maintenant, on passe à la semaine à suivre. La semaine, il va y avoir des statistiques, des événements à regarder. Vous, quels sont les événements que vous allez suivre particulièrement ? Alors, je pense que je vais regarder en premier lieu pour la zone euro toutes les enquêtes. Les enquêtes de conjoncture, ce sont les chiffres les plus update, c'est comme on dit en anglais, possible, donc qui nous permettront de sentir un petit peu comment évolue notamment tout ce qui est activité industrielle et manufacturière en Allemagne avec l'IFO, en France avec l'INSEE, et puis les PMI qui sont toujours très surveillés par les marchés. Donc tout ça devrait nous montrer une stabilisation de cette activité industrielle et manufacturière en zone euro. Après, il me semble qu'on regardera quand même la deuxième estimation du PIB du troisième trimestre aux États-Unis, que l'on attend pour notre part un petit peu en hausse compte tenu des chiffres de commerce extérieur qu'on a eu. Donc on passerait de 1,5 à 1,9 à peu près selon le consensus. Ça, c'est pour les chiffres. Après, bon, évidemment, au Japon, il y a toujours l'inflation et les chiffres d'activité mensuelle qui arrivent en fin de semaine. Il faudra faire attention que c'est une semaine avec Thanksgiving la semaine prochaine, donc elle sera très courte aux États-Unis. Tous les chiffres sont concentrés sur les 3 premiers jours de la semaine. Donc, il faudra s'ajuster. Voilà. Merci beaucoup, Laetitia Baldeschi, stratégiste chez CPR Asset Management. On passe à la suite de Direct Marché.